Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue. Dans cette vidéo, on va associer DxO Photolab à Photoshop pour faire un développement complet. C'est un atelier pratique qui est issu de ma formation complète à DxO Photolab qui dure un peu plus de 6 heures maintenant, qui a déjà plus d'une centaine d'apprenants, donc elle a été très attendue. Elle est disponible évidemment en exclusivité sur tuto.com, vous avez le lien dans la description, elle est facile à trouver sur le site, il suffit de taper dans la recherche Julien Ponce et vous tomberez sur mon profil, mais encore une fois vous avez directement le lien. Donc en gros le but ici c'est de proposer une mise en avant de comment on peut travailler avec autre chose que Photolab. Photolab c'est un logiciel standalone, c'est-à-dire une application qui se suffit à elle-même, mais c'est une application de développement de fichiers bruts, ce n'est pas une application foncièrement de trucage. Donc comment on fait quand on veut truquer une photo avec Photolab et qu'on a besoin d'envoyer dans Photoshop pour ensuite éventuellement aussi la récupérer dans Photolab. Donc on va voir différents scénarios, je vais en choisir un et je vais à chaque fois vous montrer qu'il y a certaines considérations à avoir si on veut vraiment très bien faire les choses, et au final la conclusion c'est qu'évidemment Photolab travaille sans aucun problème avec Photoshop. N'hésitez pas à vous abonner, même si je le redis à la fin de la vidéo, pour être mis au courant de nouvelles vidéos qui vont sortir, que ce soit sur Photolab ou sur d'autres logiciels. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, et maintenant place à la formation. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un développement dans Photolab 7 et ensuite l'envoyer dans Photoshop pour faire du trucage. Pour les trucs qui sont un peu compliqués quand même à faire dans Photolab, donc on va voir un peu la relation entre les deux, vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici on va travailler sur cette photo, comme vous le remarquez, évidemment le problème c'est qu'il y a des enfants qui jouent à côté, c'est toujours comme ça dans les lieux publics, si on ne peut pas réserver et bloquer l'endroit, évidemment, il y a des aléas. Alors, on pourrait essayer d'utiliser l'outil effacer qui est présent dans Photolab, mais clairement, si vous avez la chance d'avoir Photoshop, Photolab peut très bien s'associer avec Photoshop pour faire ce genre de tâches. Donc là, l'image, j'ai pas encore téléchargé le profil, vous voyez, donc c'est du A7R5 avec un objectif Sigma. Donc on va télécharger le profil, et évidemment ça s'installe en même pas une seconde. Donc pour information, cette photo c'est issu de Garnier District, que je remercie pour m'avoir laissé la photo. Donc c'est un concept store de mode et de lingerie basé à Londres, où en gros vous allez avoir une curation de tenues de différentes marques. Donc en gros c'est du stylisme, avec des offres, des tarifs avantageux pour les marques qui sont distribuées. Allez faire un tour, les photos sont vraiment très très belles, même si vous ne cherchez pas forcément de la lingerie pour vous, ou pour offrir, ça vaut le coup quand même pour les photos et pour les vidéos. Donc merci à Loris et Victoria de Garnier District de me permettre d'utiliser cette photo. D'ailleurs, vous verrez, il me semble que dès la page d'accueil, voilà, il y a déjà une photo de la série que j'utilise, qui est présente ici. Donc c'est du A7R5, donc autant dire qu'en termes de qualité d'image, il n'y aura pas de problème. Donc qualité optique, c'est top. Le point est fait, nickel. Donc là-dessus, c'est plutôt caviar, évidemment, donc ça a été pris. Vous voyez, c'est assez dingue, mais voilà, ISO 100 f11 au 30e, et ça bouge pas, évidemment, donc il y a de la stabilisation, donc c'est quand même des conditions très agréables pour faire ce genre de photos, et en plus le Sigma 65 mm a quand même un super rendu. Donc là ce que je vais faire, évidemment, on va passer dans personnaliser, donc on n'a pas de tri à faire, on va cacher un petit peu la pellicule en bas pour gagner de la place, et là-dessus donc il y a plusieurs choses. Donc déjà il y a quand même une lumière assez crue, donc ce qu'on peut faire c'est aller chercher la tonalité sélective, et voir si on peut récupérer un tout petit peu de valeur dans les hautes lumières. Vous voyez dans l'histogramme là-haut, quand on est à 0, ça tape pile à droite, donc l'image est bien exposée. Mais justement, on a pu bénéficier de toutes les valeurs du capteur en allant dans les hautes lumières. On va ramener ça un petit peu dans le spectre de l'histogramme visible. Et accessoirement, on peut faire un peu la même chose, peut-être au niveau des basses lumières, mais à l'inverse, évidemment, on va déboucher un tout petit peu. Donc voilà, on récupère juste un peu de matière de chaque côté, sans forcément chercher à faire absolument l'effet HDR. Alors dans les ombres, en plus sur DxO, les ombres, la portion des ombres peut vraiment être éclairée beaucoup, donc la glissière à plus 100, si vous êtes habitué à Lightroom ou à Capture One, elle va vraiment très loin. Mais néanmoins, voilà, si on voulait vraiment tout déboucher, j'aime pas du tout ce genre d'image. Donc on va juste garder du contraste, on récupère des valeurs au niveau du ciel et des hautes lumières. Vous voyez qu'il y avait un nuage là-bas derrière. On pourra éventuellement essayer de changer le ciel aussi dans Photoshop. Mais bon, en gros, le but, vous voyez, c'est de récupérer un petit peu. Alors,
il y a une part de subjectivité, mais je récupère de la matière par rapport à l'image d'origine qui est très crue et très contrastée. Donc au moins pour voir ce que j'ai sous la main, et après, quitte à en remettre, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est le principe du fichier brut, c'est qu'on a toute cette matière. Sur un R7, R5, on a quand même une jolie dynamique, donc on peut se permettre des choses. Donc autant récupérer un petit peu de matière pour bien travailler, bien voir ce qu'on fait, et si après on se dit que ah, bah, finalement c'était mieux avec le contraste, on en remettra, c'est pas grave. Donc le vignettage, on peut le corriger. Autant dire que sur ce type d'objectif, il n'y en aura pas des tonnes, surtout à f11, mais bon, on le coche, vous voyez, ça en enlève un tout petit peu. Voilà, ça mange pas de pain, donc autant y aller. Et ensuite, en couleur, donc évidemment un DxO White Gamut, pour pouvoir bénéficier de l'espace colorimétrique le plus large, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est descendre un tout petit peu et voir au niveau du TSL si on a envie de changer, d'ajuster certaines couleurs. On va par exemple prendre les rouges, et si on veut faire basculer les rouges légèrement vers le magenta, je dis bien légèrement pour pas être pile rouge orangé, mais légèrement vers le magenta, c'est purement subjectif, encore une fois, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire très facilement. Donc en gros, le make-up, la tenue, les ongles, il n'y a pas grand chose d'autre de rouge dans l'image, donc on est tranquille. Voilà, on pourrait aller vraiment chercher le magenta hein, si on voulait, mais on va juste faire un tout petit décalage. Ça va rester rouge, mais c'est juste pour avoir un petit reflet magenta. Donc l'uniformité, on peut pousser un petit peu. Et ensuite, on va être bon pour ici. On va juste vérifier quand même avec l'épreuvage d'écran. Et si on publie cette image sur le net, et en l'occurrence, c'est plutôt sur les rouges que ça risque de poser problème. Bon, il me semble qu'à l'œil nu, je vois pas de grosse différence. Donc on est à peu près tranquille. Donc là, on prévisualise avec les corrections, mais avec l'épreuvage d'écran. Et je vais mettre... Ok, donc là je pense que le sRVB ne posera pas de problème sur les bleus, ils sont tellement peu saturés qu'il n'y a aucun risque. Ok, donc ça valait juste voilà, un petit coup d'épreuvage juste pour être sûr que ce qu'on a fait sur les rouges, alors si on avait vraiment saturé je pense sur les rouges, donc j'exagère hein, bien entendu là, mais si là j'active épreuvage écran, voilà, vous voyez j'ai une petite frange ici qui saute, donc ça veut dire que la saturation j'y avais pas touché donc ça roule. Allez, il y a une toute petite différence ici. Mais si on voulait saturer cette couleur, saturer spécifiquement les rouges et aller un peu loin, j'ai envie de dire un peu trop loin, et bien là, vous voyez, on a un shift qui est un peu plus grand, c'est-à-dire que il y a des teintes rouges et magenta, et sur l'épreuvage d'écran, le rouge prend un coup, il se désature, il n'arrive pas à suivre, et donc on perd un petit peu en finesse. Donc, faites attention sur ce type d'image, les éléments qui sont sur les couleurs primaires et avec des saturations très fortes, hein, comme d'habitude, hein, c'est sur la périphérie du gamut, hein, donc en gros les couleurs primaires dans l'espace colorimétrique. Quand vous convertissez vers un truc plus petit comme le sRVB, ben les rouges ils prennent un coup, les bleus ils prennent un coup et les verts aussi. Ici on n'a pas de bleu saturé, on n'a pas de vert saturé, mais on a des rouges saturés. Et donc si on les sature encore plus, je pense que là on est vraiment borderline sur l'espace colorimétrique. Donc ensuite, alors le débruitage, bon sur cette image je pense que franchement c'est pas la peine. Puisque c'est du ISO 100 avec un 7R5, autant dire que du bruit, il n'y en a pas. Pareil, on a F11 sur un Sigma. On peut enlever l'aberration chromatique, mais je sais pas, on va zoomer à la périphérie, juste pour être sûr. Il n'y a rien il n'y en a pas en fait, donc au moins c'est réglé. Là, vous pouvez, avec les latérales, enlever la légère frange violette, très légère, qu'on peut observer. Je me fais un petit coup de plein écran. En plein écran, franchement, de toute façon, ça se voyait pas trop, donc voilà, on va se remettre à l'affichage écran. Bon voilà, ça mange pas de pain, autant le corriger, mais avec cette taille, autant dire que vous le verrez jamais. Et donc, c'est là où on va pouvoir débuter. Le deal de la vidéo, c'est en gros, si on veut enlever les enfants là et le sac qui est ici, ok, on peut faire un retouch. Ok. Mais clairement, l'outil n'a pas la patate, n'a pas la puissance qu'on va trouver dans Photoshop, comme j'ai déjà dit dans la formation complète. Hein. Donc, soit vous regardez cette vidéo sur YouTube, puisque celle-ci sera disponible sur YouTube, soit vous faites la formation complète, mais c'est en gros là la limite du logiciel, c'est-à-dire que Photolab n'est pas un logiciel de trucage, contrairement à Photoshop.
Mais Lightroom maintenant, et On One en l'occurrence, a été doté d'un algorithme qui est basé sur l'IA et qui permet de recréer de la matière. Et en gros, on fait rentrer dans un logiciel de développement un aspect trucage. Et là, par exemple, Photolab, il sait pas faire ça, il ne peut que prendre des pixels existants en mode réparer ou dupliquer, mais en gros, il invente rien, et encore moins avec de l'IA. Donc en gros, là, ça va être compliqué à enlever, quoi. C'est-à-dire, vu la texture qui est derrière, qui est très changeante, on a des cailloux, on a de la roche, avec différentes couleurs, il va chercher à dupliquer un truc qu'il a à côté. Alors, en plus, vous voyez qu'accessoirement, ici, c'est pas très heureux. Et on récupère la forme. Alors évidemment, vous allez me dire, mais bon, t'es mignonne, t'as qu'à le faire en plusieurs fois. Effectivement, et là, vous voyez que, en l'occurrence, ici, ça peut passer, mais par contre, on a dupliqué un morceau x2, donc quelqu'un qui fait quand même attention pour voir qu'il y a un morceau qui a été cloné. Donc si vous le faites en plusieurs fois et que vous essayez de multiplier les sources un peu à gauche, à droite, vous pouvez y arriver, mais franchement, bon, c'est quand même pas au niveau de ce qu'on va trouver dans Photoshop, quoi. Alors, est-ce qu'il veut bien me le supprimer? Voilà. Donc là, en gros, une fois que vous avez fait le développement que vous souhaitez dans DxO, le but, en fait, c'est d'amener l'image, j'ai envie de dire, quasi finie. Alors attention, par contre, un petit détail, si vous souhaitez ajouter du grain, faites attention qu'on va cloner ensuite, on va utiliser l'outil suppression. Et donc, il faut être sûr que l'outil suppression dans Photoshop remette le grain comme il faut. Donc ça peut être un élément qui trahirait votre retouche. Donc on va quand même le faire, mais voilà, je vous préviens, en fait, normalement, on pourrait faire un aller-retour, c'est-à-dire amener ça dans Photoshop, enlever les enfants, et ensuite faire notre grain. Ou alors on fait tout dans DxO, et à la fin seulement, on va enlever avec le tampon. Et dans le tampon, on va forcément altérer en fait la répartition du grain. C'est d'ailleurs comme ça qu'on trahit les retouches de fausses agences les fakes d'agences de presse, style Corée du Nord, etc., où en fait ils ont dupliqué des trucs et on voit dans le noise, c'est pas du grain, c'est du bruit du coup numérique, qu'il y a des éléments qui jointent pas en fait, parce qu'il y a eu des coups de tampon, quoi. Voilà. On aurait pu faire aussi carrément en amont la retouche dans Photoshop, c'est-à-dire directement l'ouvrir dans Photoshop, corriger les enfants et envoyer le résultat dans DxO. Donc moi j'ai décidé de commencer dans DxO et d'envoyer juste la retouche à la fin. Pourquoi? Parce que je désespère jamais, en fait, souvent, de le faire du premier coup dans DxO, c'est-à-dire avec l'outil Retouch. Si jamais ça passe, du coup, pas besoin d'aller dans Photoshop. Donc, en gros, aller dans Photoshop que quand c'est absolument nécessaire. Par contre, là, pour la retouche de ciel, c'est évident que si je décide maintenant de rajouter un ciel, alors clairement, je vais pas envoyer du grain, parce qu'il faudra du coup envoyer du grain ensuite sur le ciel qu'on va rajouter. Donc voilà, les différents scénarios, il n'y a pas une recette de cuisine pour tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui vous dirait ça aurait tort, forcément. Il y a des préférences, et il y a plusieurs façons de faire. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon grain, et on va aller dans FX, on va aller envoyer du grain, on va aller chercher un profil positif couleur, et que on va prendre sur de la Provia 400X, parce que j'aime bien les grains de chez des pellicules Fuji. On va se mettre à 1 pour évaluer ça. Et là, on est pas mal. Donc là, vous remarquez que j'ai fait aucune retouche locale, il n'y a rien sur la peau. C'est un shot qui est quand même assez large et qui va être destiné à Internet. Donc voilà, quand l'image va être publiée comme ça, c'est bien d'aller passer du temps à faire des trucs qui vont se voir, mais aller corriger la peau et les tout petits détails, les tout petits trucs qu'on verra jamais en fait. Bon, c'est quelque chose aussi que je dis dans la formation, mais il faut passer du temps sur les trucs qui se voient en fait. Les trucs qui se voient pas, ça sert à rien, quoi. Si c'était publié à 100%, si c'était imprimé sur une énorme pub style truc de luxe sur la façade de l'église de la Madeleine à Paris, comme il y a souvent des grandes bâches avec une énorme pub, et que les gens vont voir sur un truc qui fait 30 mètres, ouais bon, dans ce cas-là, d'accord. Bref, adaptez votre scénario de retouche à votre destination et à votre client et à votre brief, et en gros ce pourquoi l'image va aller être publiée et où elle va vivre. Donc pour aller dans Photoshop, on peut faire, alors je vais cliquer sur, je vais chercher, hop, ici, et donc en bas, on a export vers application. Donc ici, on va aller sortir, si jamais vous ne l'avez jamais fait, je vous montre, vous voyez, on va dans Adobe, donc programme Adobe Photoshop qui doit être ici, et ici on a photoshop.exe, on lui donne à manger l'exe, et on lui dit que on veut l'envoyer
on va faire un TIFF, on va faire un 16 bits, c'est important de faire un 16 bits pour garder toutes les informations. Et on va choisir le profil. Alors DxO White Gamut. Et puis préserver les détails des couleurs. Et pas de filigrane. Donc on le laisse mouliner. Et normalement, Photoshop est déjà ouvert chez moi en l'occurrence. Mais il devrait envoyer ça. On voit ici la fonction d'export. Donc voilà, ça va assez vite. Puisque je suis sur un ordi qui est quand même assez puissant. Donc c'est un Razer Blade 16 avec une RTX 4090 et un i9 à 24 cœurs, donc on est plutôt tranquille. On va préférer le profil incorporé pour ne pas faire de cassure dans notre processus de retouche, c'est-à-dire on travaille toujours avec le même profil. Et maintenant, donc on va sauvegarder notre calque, save, et on va le dupliquer à la base. Et sur celui-là, on va aller ici se mettre sur un nouveau calque. On va aller chercher l'outil supprimer. Et là, en fait, il recrée de la matière. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que du coup, on peut, en quelques coups, vous voyez, non pas dupliquer une zone, mais vraiment recréer une matière. Et donc, c'est un peu plus fin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand même essayer du premier coup de tout lui faire générer. Si jamais ça marche pas très bien, on peut... Ah, vous voyez, là, c'est quand même assez bluffant parce que c'est pas un clone. Moi j'aime bien remettre 2-3 petits coups de pinceau derrière juste pour cacher le truc, mais voilà, on a fait ça en 3 secondes. Et il y a le petit sac ici. Et c'est quand même, ça fait gagner un temps fou, quoi. Voilà, c'est quand même vraiment bluffant. Donc on a mis ça sur un calque à part en plus, donc c'est non destructif, donc c'est plutôt pratique. Et si vous regardez bien, dans le bruit qui a été généré, rajouté, il n'y a pas de cassure en fait, alors qu'il arrive vraiment à imiter la texture qui était là, quoi. Et ça c'est vraiment cool. Bon, je suis sûr de jamais revenir sur cette retouche sur les enfants, donc je vais faire un CTRL E pour fusionner. Et maintenant, on va juste faire un test. On va faire un remplacement du ciel, qui est pas forcément un cadeau ici. Il y a un horizon qui est clair, mais il y a aussi de la roche et tout. Il y a un masque, il y a les bras, bref, il y a du travail. Et vous voyez que le masque, le masque est quand même super bien fait tout de suite. Donc là aussi, assez impressionnant. Donc évidemment, il faut choisir un ciel qui match, hein. Donc là, on a une direction de soleil. Le soleil, il vient du côté là-bas. Donc il faudrait, si possible, choisir un ciel qui s'y prête. Et voilà, les ciels bleus. Quitte à mélanger, hein, évidemment. Vous pouvez évidemment choisir de mettre les vôtres. Donc on va juste envoyer un petit peu plus de nuages. Et ici, le problème c'est quoi? C'est qu'on a un ciel d'origine qui est censé être beaucoup plus cru que ça. Outre la température ici qui est quand même un peu trop chaude. Voilà, donc on va quand même le rafraîchir. Et il faudrait que sur ce ciel, on envoie un blanc qui soit... voilà, le soleil est censé être beaucoup plus cru que ça. Donc faites attention quand vous le faites. Donc on va mettre nouveau calque. Et vous voyez que ça nous sort un masque. Il a mis tout seul un calque de réglage température du ciel. Ce à quoi on va rajouter un niveau qu'on va aussi écréter avec Alt. Pour que en gros, le but c'est que le niveau ne s'applique que sur le ciel, comme la température de couleur d'ailleurs. Ça s'appelle température du ciel d'ailleurs, il est plutôt intelligent. Et vous voyez que les blancs sont pas vraiment blancs sur ce calque. Les blancs les plus blancs, ils s'arrêtent quasiment là. Ok, ça descend un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de trucs très blancs, quoi. Donc on va rapprocher le triangle pour lui dire d'être un peu plus cru. Et vous voyez en fait que du coup, ça permet de déjà retrouver un peu plus le contraste d'origine. Alors il y a encore un petit voile au niveau des couleurs, il faudrait faire un peu des balances des couleurs. Il me semble que avec l'ombre ici, on a une légère réflexion magenta qui ne se retrouve pas dans le ciel, donc on pourrait envoyer un balance des couleurs. Pareil, on va faire un Alt au milieu entre les deux calques pour que la balance des couleurs ne s'applique que sur le ciel. Et sur les tons moyens, sur ce ciel, il faudrait que j'envoie un tout petit peu de magenta, un tout petit peu, peut-être aussi un tout petit peu sur les tons clairs. Voilà, c'est vraiment pour retrouver l'ambiance qu'on a d'origine. Et je suis en train de réfléchir en même temps, comme vous pouvez probablement le voir, mais je vais essayer de voir au niveau du jaune.
Voilà, on va se mettre quelque part par là, donc il faut vraiment accorder les deux. On peut faire aussi par l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut se mettre au-dessus de base, on peut se mettre sur balance des couleurs, avec là aussi un écrêtage. Bon là il n'y a plus de calque en dessous, donc on n'est pas obligé, mais je l'écrète quand même. Et là on peut faire là aussi un petit peu l'inverse, c'est-à-dire aller un tout petit peu vers les verts. Vous voyez que ça enlève sur les graviers un voile magenta. Et du coup ça se mélange mieux avec le reste et ça équilibre un peu tout. Donc il faudrait que là qu'on y passe peut-être un petit peu plus de temps, mais là vous voyez que entre l'image d'origine, là c'est ça hein, qui donne ce voile magenta là. Et quand on rajoute le ciel, qui est peut-être encore, si je regarde là-haut, un peu jaune. Ok, donc des fois il faut pas hésiter à voilà, bousculer un peu, à aller chercher une glissière un peu loin, quitte à revenir. Ok. Bon, et vous voyez qu'on s'en sort. Et si on regarde maintenant le ciel, là où on peut avoir un problème, c'est, vous voyez, la différence de grain entre ce qu'on a ici et ce qu'on a sur le ciel. Alors encore une fois, à l'échelle, une fois qu'on mettra cette image sur le net, si vous publiez ça sur Instagram en 1024, bon, du 1024 le plus grand côté ou en format carré, c'est évident qu'on verra pas en fait. De toute façon, le grain on le verra même plus lui-même en fait. Mais théoriquement, ça aurait été bien là le grain de le faire plutôt côté DxO une fois qu'on a fini ça. Donc là, je suis pris au piège. Hein. Maintenant que j'ai rajouté mon ciel ici, il faut que je rajoute un grain. Si vraiment je voulais obtenir ce grain, il faut que je rajoute un grain maintenant là sur le ciel et que j'essaye de faire matcher les deux. Bon, comme je vous l'ai dit avant de le faire, si vous pensez que vous allez changer le ciel, ne faites pas le grain. Donc on arriverait à ce stade-là. Ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait CTRL S. Donc on enregistre notre TIFF. Donc évidemment, là sur un SSD, hop, ça va aller assez vite. Et on va revenir dans DxO. Hop, ici. Et on va avoir notre TIFF. Et vous voyez que notre TIFF, ben voilà, il affiche bien tout ce qu'on a fait. Et là maintenant, on pourrait poursuivre notre retouche dans DxO et envoyer un grain. Quoi. Donc là, attention, si je rajoute un grain sur, toute l'image à nouveau. Hein. Donc je dis juste, dans le scénario tout à l'heure, là ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse pas le ciel. Voilà, et je suis content avec ça. Mais si je sais que je vais remplacer un ciel dans Photoshop, ne faites pas le grain en amont et faites-le une fois que ça a été ajouté dans Photoshop. Vous revenez dans DxO et là vous appliquez votre grain. Quoi. Ou vous faites un grain dans Photoshop sur l'ensemble si vous voulez. Mais là, moi, dans mon scénario, j'ai un truc qui ne matche pas. C'est vraiment dans le souci du détail, dans le souci théorique du détail, parce qu'encore une fois, là, quand je la regarde, cette image, il n'y a rien qui me dit que les grains ne matchent pas. Il faut vraiment y aller à 100%. Voilà, pour voir que on n'a pas tout à fait la même chose. Quoi. Et encore, quoi. C'est-à-dire que cette image, ce ciel là que j'ai mis, elle a déjà du grain un petit peu de base, mais il est moins gros quoi, et moins cassé que ce qu'on a envoyé dans DxO. Quoi. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire des trucages tip top, théoriquement, il faut que les grains matchent, donc faites attention. Là, moi, il faudrait que ce qui pourrait passer là, alors je vais pas ressortir exactement le même grain que la Provia que j'ai mis dans DxO, mais ce que je pourrais faire là, c'est me mettre donc le groupe ici, en faire un objet dynamique. Donc c'est le groupe qui contient le ciel. Et cet objet dynamique, refaire un grain, moi, un petit peu à la main ou avec le filtre Camera Raw, quoi. Histoire que ce ne seront pas les mêmes grains, mais au moins il y aura du grain sur le ciel et sur le premier plan. Donc on va le faire juste par souci vraiment d'aller pousser le truc. Hein. Mais encore une fois, là, si j'envoie ça sur Instagram, on verra plus le grain de toute façon. Donc juste un truc, avec la succession de calques que j'ai là, en fait, si je fais un objet dynamique, il y a des fusions qui sautent, donc on va faire directement, et on va faire une petite sauvegarde quand même au cas où de notre ciel. Ici, on va faire un filtre Camera Raw directement. Et on va aller chercher détail. Ah non, c'est dans effet, c'est vrai qu'il est passé là-haut. On va se mettre, vous voyez, à 100%. On va envoyer un petit peu de grain là-dedans, voilà. Avec peut-être une assez grosse cassure. Et on clique OK. Et donc maintenant, au moins j'ai du grain sur les deux. C'est-à-dire que quand je zoome à 100%, voilà, vous voyez,
on a du grain ici, on a du grain ici, et quand on va sur le ciel, on a du grain aussi. C'est pas exactement le même, mais franchement, à l'œil nu, là, c'est chaud, hein, d'aller dire que c'est pas le même. Donc déjà, il faut que votre image elle soit publiée comme ça, c'est-à-dire à 100%, pour qu'on puisse vraiment en dire. Mais bon, par souci du détail, au moins maintenant, quand on se met à taille, voilà, à taille écran, c'est un peu plus homogène et on est exact. Mais, encore une fois, si on avait voulu être vraiment tip top, on aurait fait le changement du ciel sans le grain, on serait retourné dans DxO pour appliquer le grain. Voilà. Des fois, j'avais presque envie de dire que ça me fait mal de vous donner un truc qui n'est pas 100% parfait, alors qu'en fait, bon, on va peut-être pas forcément le voir. Donc maintenant, vous avez tous les tiroirs hein, dont vous avez besoin pour associer DxO, Photolab avec Photoshop. On a vu, il y a plusieurs scénarios. Là, je vous ai montré un scénario, mais on est quand même pas mal hein, sur cette retouche. On est allé quand même d'un truc comme ça à un truc comme ça. Vous voyez que donc Photolab et Photoshop travaillent main dans la main sans aucun problème. Pour ceux qui suivent la formation complète, n'oubliez pas que vous pouvez poster dans le salon d'entraide sur tuto.com pour mettre les images, vous mettre vos résultats, me poser des questions et puis comparer un peu avec la communauté des autres apprenants ce que vous avez obtenu. Et bien entendu, vous avez, si vous ne regardez pas la formation dans l'ordre, vous avez aussi d'autres ateliers que vous pouvez suivre, et d'ailleurs j'en ajoute, celui-ci là est un atelier qui a été rajouté après la sortie de la formation, donc j'ajoute des vidéos régulièrement, donc n'oubliez pas de passer faire un tour de temps en temps pour voir les nouvelles vidéos que j'ajoute dans la formation.